Forêt, culture et biodiversité, agir pour un patrimoine vivant. On va revenir sur ce dernier mot, sur la diversité du vivant. On l'a dit hier, en ce moment, on parle du règlement européen de restauration de la nature, mais on a aussi des projets en continu à l'ONF, comme on l'a vu avec la hêtraie relictuelle de la Sainte-Baume, comme on l'a vu au Vallon de l'Hermitière lors de la visite de terrain. Et je vais donc ouvrir cette nouvelle séquence sur le patrimoine naturel. Pour cela, je vais appeler mes 4 intervenants pour 2 présentations. Dominique Piriot, Emma Bernard, Gersante Gérard et Émilie Maurice, s'il vous plaît. Nous avons l'honneur d'avoir la présence de France Nature Environnement avec nous. Dominique Piriot, donc membre du directoire forêt de France Nature Environnement et représentante de FNE au conseil d'administration de l'ONF, qui va intervenir pour exposer le regard de FNE sur la forêt de Bercé, en particulier comme forêt d'exception. On vous écoute, Dominique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je suis ici au titre de FNE en tant qu'administratrice, de l'ONF. Il me semble important de vous dire 2 mots sur cette situation un petit peu paradoxale. Je vous présenterai également en quelques mots FNE. Donc moi, j'ai toujours travaillé dans le monde forestier et aujourd'hui, je suis dans le monde environnemental à FNE. Et j'ai un lien très fort avec l'ONF, mais surtout très ancien, puisque j'ai été ouvrière forestière, et ça, j'étais dans les années 78-79. Ça faisait partie de mon démarrage dans la filière forestière, dans les travaux forestiers. Donc, un mot peut-être sur France Nature Environnement. France Nature Environnement, eh bien, c'est la fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement en France. Elle est porte-parole de 6200 associations qui sont elles-mêmes regroupées dans 46 organisations, donc sur tout le territoire évidemment, sur l'Hexagone, mais également dans les Outre-mer. France Nature Environnement, en 2 mots, eh bien, c'est 1 million d'adhérents sur le territoire et 45 salariés. France Nature Environnement travaille en réseau. Il y a 10 réseaux thématiques, dont le réseau, évidemment, forêt et le réseau biodiversité qui nous intéresse également directement. Et chaque réseau, en fait, est composé d'un directoire. Donc moi, je suis membre du directoire forêt et d'un directoire forêt qui est d'ailleurs composé de 8 personnes en France. France Nature Environnement donc, participe également à de nombreuses instances nationales, près de 200, dont le conseil d'administration de l'ONF. Les objectifs de notre réseau forêt, eh bien, c'est bien sûr de travailler sur toutes les thématiques qui sont liées à la forêt, à la gestion forestière, dans le cadre du changement climatique, de la perte de biodiversité, dans le cadre également de la ressource bois, des problématiques de bois-énergie, des grands projets industriels aujourd'hui sur cette ressource bois. Mais on travaille également, et ça c'est important, c'est aussi un lien avec les forêts d'exception, en tant que fédération des associations de protection de la nature, eh bien, nous sommes en fait un lien entre la société qu'on appelle civile et la filière forestière, et on essaie de porter au mieux ce dialogue qui est important, ce dialogue forêt-société. Alors, la forêt de Bercé. Alors, moi, la forêt de Bercé, j'ai d'abord un regret aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été visiter la forêt hier. Je n'ai pas non plus entendu toutes les interventions. J'étais en conseil d'administration de l'ONF hier. Et donc, j'ai vraiment un grand regret puisque j'ai visité cette forêt il y a bien longtemps, il y a trop longtemps d'ailleurs, certainement. Enfin, mais c'était dans le cadre d'une tournée forestière. J'enseignais la gestion forestière à l'époque à des étudiants. Enfin, et mais j'ai des souvenirs d'une forêt magnifique, évidemment, exceptionnelle, d'arbres exceptionnels, de qualité de bois. J'enseignais aussi les différentes qualités de bois. Enfin,
et de ces paysages dans le cadre d'une gestion en futaie régulière. Et ça, c'est important aujourd'hui, quand on connaît aujourd'hui les problématiques de certaines futaies régulières. Cette forêt de Bercé, que vous dire, c'est en fait la concrétisation de toutes les compétences, des engagements de nombreux forestiers depuis des siècles, des personnels de l'ONF, et ça, je souhaite aussi le dire, ce sont des générations de forestiers qui sont passionnés par leur métier, qui sont passionnés par leur forêt. En tant qu'association environnementale, j'insiste beaucoup sur ce point-là. Tous les forestiers sont tous des passionnés. C'est une forêt vraiment prestigieuse, donc où on retrouve à la fois donc un patrimoine naturel, culturel exceptionnel, mais vous connaissez mieux la forêt que moi. Donc, mais être forêt d'exception, c'était certainement une évidence pour la forêt de Bercé. Alors, être forêt d'exception, c'est un nom qui intrigue. C'est un nom aussi, un terme qui peut amener à découvrir, qui porte à découvrir toutes ces forêts. 17 ans, 17 forêts uniquement. Enfin, donc ça reste quelque chose de prestigieux, de rare. Et ça, c'est aussi important. C'est une démarche également, une démarche fédératrice pour la mise en valeur de ces forêts emblématiques. Moi, je verrais 3 points sur ces forêts d'exception. Enfin, donc vous m'excuserez puisque moi je n'ai pas entendu tout ce qui a été dit hier, donc je ne voudrais pas redire ce qui a déjà été prononcé, mais c'est d'abord une gestion exemplaire. C'est une gestion pour préserver, pour transmettre un patrimoine naturel, mais dans un contexte qui aujourd'hui est complètement différent des siècles derniers. C'est dans un contexte de changement climatique, dans un contexte de perte de biodiversité. Et c'est important aussi donc de voir évoluer cette gestion exemplaire pour permettre donc à ces forêts de s'adapter au changement climatique. Le deuxième point, c'est une forêt d'exception, c'est aussi une démarche exemplaire. C'est une démarche pour valoriser un projet de territoire. Et je pense que ça a certainement été dit à plusieurs reprises. Donc, ces projets de territoire qui sont construits avec les acteurs du territoire. Donc, c'est une démarche qui est évidemment chère à FNE. C'est une des réponses que l'on peut apporter aux Français qui souhaitent aujourd'hui s'impliquer dans la gestion forestière, qui ont découvert, tardivement quelquefois, mais qui ont découvert leur forêt, qui souhaitent s'impliquer dans cette gestion. Donc c'est une démarche qui va renforcer le dialogue territorial. Et puis être forêt d'exception, c'est aussi être pilote. C'est par l'exemplarité, par leur expérience, eh bien, ces forêts d'exception doivent pouvoir être des pilotes pour d'autres forêts domaniales, pour d'autres forêts publiques, pour permettre donc à la gestion évidemment de s'adapter, pour permettre également une intégration économique, une intégration culturelle dans la vie de tous les territoires. Bon, mais aujourd'hui, je suis aussi la porte-parole de FNE. Et donc, je voulais simplement vous dire que FNE se réjouit bien sûr de l'existence de ce label. Donc, je parle sous le contrôle de Patrice Dallot, qui est notre porte-parole aux forêts d'exception. Donc, ce label existe depuis 2008, je crois. La marque a été déposée en 2011, si mes souvenirs sont bons. Et depuis le départ, FNE est partie prenante. Partie prenante dans le projet et présente dans chaque copie locale. Il y a des associations donc, qui sont fédérées à FNE. Et pour FNE, l'ONF est également légitime pour être porteur de projets de territoire, car en fait, dans toutes les forêts qui ont été labellisées, le rôle de l'ONF est en la matière une réussite. Donc, il nous semble pertinent aujourd'hui, au moment du renouvellement du contrat État-ONF, que
que des décisions soient peut-être prises donc, en matière d'évolution. Donc, deux propositions peut-être, il y en aurait d'autres peut-être, mais permettre la labellisation à d'autres forêts. Je sais que vous avez parlé hier des Pyrénées. Donc, permettre à d'autres forêts d'être labellisées, peut-être pour une meilleure représentation géographique, donc les Outre-mer, bien sûr, peut-être pour d'autres territoires, les Pyrénées, et puis l'Ouest aussi, parce que moi, je viens de Bretagne, et on n'a pas de forêt d'exception en Bretagne, donc je lance un appel. Et puis, peut-être la remise du label par un ministre, voilà, à l'instar de nombreux labels français. Et puis, ce dernier point sur le guide de la concertation, donc, qui a été tiré en 2016, de l'expérience des actuelles forêts d'exception, qui est considérée donc comme de très très bonne qualité et qui pourrait être davantage relayée peut-être par une communication très large, mais je comprends évidemment que cette communication très large demandera aussi donc d'y allouer des moyens humains, des moyens financiers, mais ça en vaut certainement l'appel. Donc, en conclusion, je voudrais tout simplement dire que la France, d'une manière générale, a la chance de posséder sur son territoire des forêts prestigieuses comme celle de Bercé, des forêts très diversifiées. Et cette labellisation est un outil précieux aujourd'hui, à un moment où les forêts sont fragilisées, où les modes de gestion sont remis en question par la société, donc des forêts qui doivent être des modèles, mais être également pilotes de nouvelles démarches pour proposer une gestion innovante aujourd'hui avec l'accompagnement de tous les acteurs locaux. Je vous remercie. Merci Dominique, nous avons entendu votre appel pour retourner en forêt de Bercé et au Vallon de l'Armitière en particulier. Je vais me tourner maintenant vers l'équipe de Verdun. Vous allez nous parler d'un important travail de restauration sur les pelouses de Douaumont, donc dans la forêt d'exception de Verdun. Vous êtes Emma Bernard, chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, Gersande Gérard, responsable service forêt agence de Verdun, et Émilie Maurice, responsable de l'unité territoriale de Verdun. On vous écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, et pour les quelques minutes qui vont venir, je vous souhaite la bienvenue en forêt domaniale de Verdun, deuxième forêt d'exception labellisée. Quand on parle de Verdun, on pense bien évidemment à la bataille de Verdun qui a effectivement façonné la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui. Suite au conflit de la Première Guerre mondiale, les terrains ont été complètement reboisés, que ce soit naturellement ou par plantation, à l'exception de 200 hectares, de ces 200 hectares qu'on appelle le plateau de Douaumont. Si Gersande arrive à... Voilà. Donc le plateau de Douaumont qui en fait ont été des terrains qui ont été laissés en libre évolution depuis la Première Guerre mondiale en mémoire des anciens combattants. Sur ces 200 hectares, on a évidemment la nature qui a repris ses droits avec le développement de futaies adultes, mais aussi bien de fruticées et de pelouses calcaires qui ont commencé à se refermer il y a quelques années et dont on a cherché à valoriser, à on va dire sauvegarder le patrimoine biodiversité présent à cet endroit. Donc c'est notre projet de restauration des pelouses calcaires qui va être présenté à ce moment. Comme l'a dit Émilie, donc on a un site avec deux gros enjeux. Donc la mémoire de la Première Guerre et le site qui est classé Natura 2000, donc au titre de la conservation des pelouses calcaires. Donc deux objectifs qui a priori paraissent pas très compatibles, d'autant que il avait été décidé de ne plus intervenir sur ce site pour des questions de mémoire. Et donc comme les pelouses se refermaient, il paraissait quand même important d'agir pour les préserver. Et donc, ce projet a été porté à la connaissance donc des deux commissions forêt d'exception, histoire archéologie et forêt environnement. Et en fait, ce qui a permis d'amener assez vite à une décision concertée et partagée. Et en fait, la commission histoire archéologie a assez vite compris les enjeux de restauration
et moyennant évidemment des conditions particulières, a tout de suite été d'accord pour ce projet de restauration. Donc modalité dont Gersande va vous parler juste après. Alors ces modalités de gestion, elles sont effectivement adaptées. On a déjà pu isoler en fait les pelouses calcaires relictuelles qui étaient présentes sur ce plateau de Douaumont, pelouses qui étaient en phase de régression. Donc à partir d'un double partenariat, un partenariat dans le cadre de forêts d'exception, notamment avec les partenaires actifs dans le domaine de la biodiversité et de l'environnement, mais également par l'intermédiaire de Natura 2000, pour lequel l'agence ONF de Verdun est animateur du site, en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels, le CPIE de Meuse et la PEPES, qui est une association spécialisée dans les chauves-souris. Donc ces compétences mises en commun ont permis en fait d'identifier les îlots de pelouses relictuelles à partir d'études naturalistes menées depuis les années 80 par des naturalistes ONF, mais également d'autres naturalistes de différents organismes, et également à partir de données plus récentes comme le LIDAR, qui ont pu permettre d'identifier vraiment ces zones à restaurer qui présentaient encore des caractéristiques suffisantes de pelouse. Le projet comporte également la création de corridors qui permet de relier les pelouses entre elles et de permettre aux différentes espèces de se déplacer et donc de constituer comme ça un pool suffisant pour développer un territoire intéressant. Le projet donc, a fait l'objet d'un dépôt de dossier auprès d'un appel à projet de l'OFB au profit de la restauration de la biodiversité. Et donc en octobre 2023, nous avons été sélectionnés en tant que lauréats, en tant que projet emblématique pour ce projet, donc pour la restauration d'environ 7 hectares de pelouse et un peu 2 hectares et demi de corridors. Le projet est multifacette, c'est-à-dire qu'il comporte des études naturalistes, c'est-à-dire un état des lieux initial, suivi des travaux de restauration, avec notamment un volet lutte contre les espèces exotiques envahissantes, et ensuite également un volet pédagogique et information du public. Alors on voit ici des images qui représentent un peu ces différentes phases. Donc le projet en lui-même a débuté l'année dernière, en mars 2024, avec la signature de la convention de financement, et donc au printemps, le lancement des études naturalistes, donc par le biais d'un marché. Donc c'est un bureau d'études qui a été sélectionné pour réaliser ces différentes études, donc l'étude des différents taxons, flore, embroussaillement, différents taxons de faune, reptiles par exemple. Donc c'est en cours d'étude. Donc on a eu un premier rapport à l'issue de cette première année d'état des lieux, et ensuite les différentes images que vous voyez, c'est l'entreprise qui a été retenue pour réaliser les travaux. Donc comme Emma l'expliquait, les travaux ont dû être réalisés avec des préconisations particulières, aucun impact au sol puisqu'on est sur un site qui a été martyrisé par les combats et qui a été identifié après la bataille de Verdun comme étant un site qui devait rester indemne de tout impact de l'homme. Donc les travaux devaient se réaliser en fait entièrement manuellement, donc, ou avec des engins mais vraiment très, très peu lourds, de façon à ne absolument pas impacter le sol et les reliefs du sol qui traduisent la bataille de Verdun. C'est un chantier d'insertion qui a été retenu pour ces travaux et qui a en fin de compte réalisé quasiment la coupe des végétaux, leur extraction quasiment entièrement manuellement. Donc, ce qui a permis de respecter le sol dans son intégralité. Et la dernière image en bas, c'est une vue de la situation actuelle. Donc 1 an après la réouverture, on a déjà une dynamique de végétation, un retour à la pelouse qui est déjà intéressant. Donc une première étape prometteuse. Donc ce projet du coup a été l'occasion donc de faire une mise en valeur collective, puisque déjà il y a eu des réunions sur site, notamment lors du lancement du projet en 2023, avec donc les organismes concernés, donc direction régionale de l'OFB, de l'ONF, de la FDJ, ainsi que les partenaires locaux.
A suivi ensuite une visite inaugurale en 2024, pareil avec la présence de tous les acteurs, donc la PDG de la FDJ, le DG de l'OFB et donc le président des Gueules Cassées et les directions générales de l'OFB et de l'ONF. Et donc ce qui a amené donc à des valorisations, notamment dans la presse. Et ça a surtout été l'occasion de sensibiliser les différents partenaires du territoire. Donc évidemment, lors de la commission forêt-environnement de forêt d'exception de mars 2025, où nous sommes allés visiter le site restauré. Et également, ça a permis de sensibiliser l'entreprise, donc le chantier d'insertion qui a réalisé les travaux, notamment en les sensibilisant à la biodiversité des pelouses calcaires et notamment aux orchidées. Alors, en termes de perspective, on est à peu près là au milieu du projet. Et donc, il nous reste effectivement encore un peu de travail à faire pour que ces pelouses soient effectivement restaurées. Donc, un certain nombre de tâches plus administratives, on va dire, en lien avec le dossier de financement. Donc, on a des comptes à rendre à l'OFB par rapport à l'avancement du projet, que ce soit en termes techniques ou en termes financiers. Et on a un engagement à la fin du projet en 2027 de restauration de ces pelouses. Donc un deuxième inventaire naturaliste est prévu au printemps prochain, en printemps 2026, et une fin des travaux de restauration en novembre de la même année. Le volet pédagogique, lui, du projet va être développé surtout sur 2026 et 2027, avec l'aménagement d'un sentier qui sera attenant au mémorial de Verdun, et qui donc permettra de découvrir, alors non pas les pelouses calcaires en elles-mêmes, parce que ce sont des milieux quand même très fragiles, et les espèces qu'elles comportent sont très sensibles. Donc on a plutôt opté pour la découverte du principe de réouverture de ces pelouses, d'expliquer en fait au public l'intérêt d'avoir des milieux ouverts au sein d'espaces forestiers et cette complémentarité de milieux. Donc nous a paru vraiment importante à mettre en valeur. Et symboliquement, c'était très important de le juxtaposer avec le mémorial qui, lui, présente plutôt les enjeux historiques du site. Donc, pour nous, c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Quand je dis nous, c'est l'ONF, mais aussi l'ensemble des partenaires de forêt d'exception et de Natura 2000, parce qu'il réunit en fait l'ensemble des acteurs, justement, aussi bien les tenants de la mémoire, de l'histoire, mais aussi ceux de la biodiversité. Et toute cette thématique qui est réunie autour des pelouses calcaires, à la fois la partie restauration écologique, la préservation du patrimoine et du sol intact de la bataille de Verdun, la réalisation des études et des actions pédagogiques, notamment tournées vers les jeunes publics. On est vraiment dans une illustration, par le biais d'une forêt d'exception, de la richesse des forêts françaises, de leur biodiversité. Alors même si ici on n'est pas sur des espaces forestiers, mais on voit qu'on a, même dans une forêt qui est connotée très fortement d'un point de vue historique, une richesse de biodiversité très importante qui peut être mise en valeur par le biais de forêts d'exception. Et voilà. Merci, bravo. Tu as toujours le micro, Véronique, oui. Avez-vous des questions pour nos intervenantes? Oui, merci pour ces interventions. Pour Douaumont, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu envisager de remettre un pâturage léger et temporaire de façon à maintenir le milieu ouvert après ce défrichement? Alors effectivement, ça a été envisagé. Le souci, c'est que sur cette zone, on se heurte à plusieurs difficultés pour remettre en pâturage, notamment le fait que ça soit une zone rouge, une zone d'ancienne guerre, donc il reste des obus, des éclats d'obus, beaucoup de ferraille, potentiellement des risques de blessures pour les animaux. En plus de ça, si vous avez vu la carte, c'est des zones qui sont très découpées, très morcelées. Donc pour mettre en place des filets pour maintenir les animaux sur site, c'est compliqué aussi. Également pour l'apport d'eau, on a un milieu qui est très bouleversé, un sol qui est très très bouleversé. Donc pour ne serait-ce qu'apporter et mettre de l'eau sur site, là aussi c'est des difficultés. Sans compter potentiellement l'apport de matière organique par les animaux eux-mêmes. Finalement, ça peut être plutôt contre-productif par rapport à ce qui est souhaité.
Oui, bonjour à tous, Jean-Pierre Thibault, toujours collectif Paysage de l'après-pétrole. C'est une sorte de codicille aux perspectives tracées par France Nature Environnement à la tribune. Est-ce que on a constaté dans plusieurs forêts d'exception que le partenariat local avec notamment les communes ou les communautés de communes permettait d'envisager, au-delà des limites forestières stricto sensu, et ça nous a été redit hier dans les visites de sites, et notamment du Vallon de la Martinière, l'interdépendance en termes de biodiversité et évidemment en termes de structure paysagère entre la forêt, ses lisières et le périmètre immédiatement environnant, et souvent, pas toujours, selon les cas, constitué de bocage. Et que ce bocage est extrêmement important. Si on protège magnifiquement et partenarialement les forêts d'exception elles-mêmes, si on en fait des lieux d'excellence, est-ce que ces lieux d'excellence peuvent aussi influencer les abords? Une sorte de zone tampon. Si on a une forêt d'exception, une belle lisière bien nette, et de l'autre côté, c'est des grands espaces un peu désertés, un peu monotones et un petit peu appauvris, qu'est-ce qu'on fait? C'est le cas pour toutes les forêts, c'est-à-dire qu'une forêt a une biodiversité particulière, mais ces corridors écologiques, comme on les appelle, par l'intermédiaire des haies bocagères, sont souvent indispensables pour relier toutes ces forêts. Donc que ce soit des forêts d'exception, que ce soit des forêts plus classiques, des forêts privées, eh bien les liens entre les forêts sont indispensables. Donc les liens aussi entre les acteurs locaux sont forcément indispensables. Entre les forestiers et les agriculteurs qui généralement gèrent ces haies, ces corridors écologiques. C'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui de travailler ensemble, de travailler au niveau d'un territoire beaucoup plus large évidemment que la forêt, et de travailler avec tous les acteurs, c'est-à-dire, donc là je parle des forestiers, des agriculteurs, mais je parle aussi évidemment des élus, des propriétaires privés, et aujourd'hui dans un contexte aussi complexe qui est le nôtre, avec des forêts qui sont vraiment fragilisées, vous le savez tous ici, eh bien c'est simplement en se serrant les coudes et en travaillant ensemble qu'on pourra faire quelque chose pour la forêt. Dernière question. Oui, je reviens sur la réouverture des pelouses calcaires, enfin la restauration des pelouses calcaires. Ça fait écho à la question qui a été posée au tout début. Comment vous imaginez le futur et l'entretien futur? Parce que si le pâturage, par exemple, est exclu, il n'y a plus de valeur économique non plus, j'imagine. Voilà, ça veut dire que quand est-ce qu'il faut recommencer régulièrement? Comment vous voyez les choses? Et par ailleurs, dans votre présentation, vous n'avez pas évoqué les aspects paysagers. Ils vont peut-être de soi, mais c'est un mot que vous n'avez pas prononcé. Et pourtant, j'imagine que les réouvertures en termes de vision, de perspectives paysagères et tout sont également extrêmement importants. Mais bon, surtout cette question du futur, de l'entretien futur. Alors, effectivement, le projet qui est financé, il porte sur la réouverture de ces pelouses, donc une restauration sur un pas de temps limité de 3 ans. Et en fait, c'est uniquement la première étape. En fait, on sait très bien que dès l'instant où on commence à réouvrir ces milieux, la dynamique naturelle va se recommencer. Et donc, on recommencerait un cycle de fermeture progressive de ces milieux qui est pour le coup assez lente sur le plateau de Douaumont, puisque 100 ans après, on était encore dans des pelouses partiellement ouvertes, mais on entre dans un cycle d'entretien de ces pelouses. Et là, on pense activer des contrats Natura 2000, puisqu'on est en site Natura 2000 et qu'on peut bénéficier de financement pour ces opérations d'entretien. Et comme on l'a dit, le pâturage pour l'instant semble un petit peu exclu pour différentes raisons techniques et de sécurité. On envisage plutôt de continuer en fait l'entretien avec des entreprises certainement d'insertion pour régulièrement avoir une rotation en fait sur les différentes pelouses. Et ce qui reste à adapter, c'est le temps de retour sur un même site. Est-ce qu'on va différencier effectivement certaines zones? Là, dans l'optique de restauration, vous avez vu sur une des photos, on est parti d'une optique de remettre
de couper beaucoup de végétation. On a quand même gardé une partie des arbres et des buissons épineux. Mais on verra en fait la réaction. On n'a pas d'idée en fait de la façon dont la végétation va réagir. On devra s'adapter en fait en fonction de cette réaction pour adapter les travaux à venir. Donc ça, ce sera effectivement à partir de 2027, on va enclencher cette phase d'entretien qui est censée durer ad vitam. Pour le volet paysager, effectivement, le plateau de Douaumont, quand les anciens combattants ont fait de cet espace en fait leur zone une zone un peu particulière en fait. Ça a été un débat de société à l'époque de dire est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on boise le champ de bataille de Verdun. Cet espace a été laissé à l'époque avec l'idée qu'il reste indemne tel qu'il était au sortir de la guerre. C'était sans compter les évolutions naturelles, la dynamique qui a fait de cet espace en fait une zone de réserve intégrale en fin de compte, en libre évolution depuis plus de 100 ans, sur des terrains qui n'étaient pas forestiers avant-guerre et qui se sont boisés spontanément avec pratiquement tous les stades, depuis la pelouse armée, fruticée, etc., jusqu'à des stades forestiers. Donc d'un point de vue paysager, ce sont des espaces qui, à l'heure actuelle, jusqu'à présent, étaient relativement fermés. Donc selon les différents stades, mais plutôt impénétrables pour ce stade de pelouse armée. Et effectivement, la réouverture, notamment en bordure d'une des routes forestières, a été paysagèrement assez impactante et a suscité beaucoup de questions de la part du public, en fait. Donc, avec parfois des amalgames aussi, voilà, l'ONF, vous allez racler du bois même sur des buissons, enfin voilà, c'était un petit peu, il a fallu beaucoup expliquer les choses et effectivement on a hâte de mettre en place le volet pédagogique pour pouvoir expliquer toutes ces opérations de réouverture. L'impact paysager, il était assez marquant au cours de l'hiver. Là, maintenant que c'est déjà vert et qu'on voit beaucoup d'espèces, c'est déjà nettement atténué. Et la configuration aussi des pelouses fait que ce sont des espaces quand même assez restreints où la vue ne porte pas très loin. Finalement, on a l'impression que ce sont des plus ou moins grosses clairières, on va dire. Donc, c'est pas non plus trop choquant au niveau paysager. Merci beaucoup. On applaudit nos intervenantes, s'il vous plaît.